C'est inédit dans l'histoire des États-Unis, l'État américain est paralysé, quasiment complètement paralysé depuis 37 jours. Mais alors pourquoi un tel blocage? Combien de temps ça va encore durer et quelles conséquences concrètes ça a pour les services publics et pour les millions d'Américains? Vous allez le voir, les conséquences en réalité, elles sont absolument immenses. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet aujourd'hui sur YouTube et en podcast à la une de ces actualités du jour en voix off. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un shutdown? Eh bien, le shutdown, c'est une particularité du système politique américain. Il se produit quand les républicains et les démocrates, donc les deux camps politiques aux États-Unis, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget fédéral. Et le budget fédéral, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que le gouvernement prévoit de dépenser et de collecter pour faire fonctionner le pays dans son ensemble. Donc là, on parle bien du budget à l'échelle de tous les États-Unis et pas du budget d'un État en particulier, je sais pas, la Californie ou encore le Texas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, si le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, mais donc aux États-Unis, n'adopte pas de budget, eh bien l'administration ne peut plus légalement dépenser de l'argent, contrairement donc à la France où il est possible d'utiliser temporairement le budget de l'année précédente. Le shutdown, c'est donc quand il n'y a pas de budget voté et dans cette situation, toutes les activités qui sont jugées non essentielles ferment, tandis que les services jugés essentiels continuent mais sans salaire. Et vous allez le voir, dans les services non essentiels qui ferment, en réalité, il y a des choses qui sont pas mal essentielles. Alors je le disais, ce shutdown, donc ce blocage de l'État, il dure depuis 37 jours. C'est un record historique qui dépasse celui de 2019, qui avait déjà eu lieu d'ailleurs sous le mandat de Donald Trump lors de son premier mandat. Et on est donc actuellement dans une situation où depuis le 1er octobre, environ 600 000 fonctionnaires sont en chômage technique et environ 700 000 autres travaillent sans être payés. Alors en temps normal, ils récupèrent leur paye une fois qu'un budget a été voté et donc que l'État fonctionne à nouveau normalement. Sauf que, Donald Trump a menacé de déroger à cette règle et forcément, ça crée une incertitude supplémentaire. Et plus précisément, en fait, début octobre, il avait clairement menacé de ne pas verser automatiquement aux fonctionnaires fédéraux qui sont au chômage technique les salaires qu'ils auraient normalement dû recevoir. Alors si on rentre dans le détail rapidement, pourquoi est-ce qu'il y a un tel blocage? C'est très simple. Eh bien, les républicains, donc les élus du camp de Donald Trump, veulent prolonger le budget actuel sans hausse des dépenses ni rétablissement de certaines subventions d'assurance santé. Sauf que les démocrates, donc le camp de l'ex-président Joe Biden, ils veulent ajouter des subventions pour des programmes d'assurance santé, des programmes qui sont destinés aux ménages les plus modestes, donc aux familles les plus pauvres. Et le problème, c'est que pour faire avancer un texte budgétaire au Sénat aux États-Unis, les règles exigent non pas une simple majorité, mais bien 60 voix. Et c'est ce qu'on appelle le filibuster. On revient là-dessus juste après. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que même si les républicains aujourd'hui, ils sont majoritaires au Sénat, eh bien, ils n'ont pas assez de sièges pour passer leur budget seuls. Ils ont donc besoin d'une partie des démocrates pour atteindre les 60 voix. Sauf que, les démocrates refusent tant que leurs demandes sur la santé ne sont pas prises en compte. Et de son côté, Donald Trump rejette toute négociation pour le moment. Il accuse les démocrates d'être, je cite, des kamikazes responsables du chaos. Autre chose qu'il faut noter, le secteur privé, il est lui aussi touché puisqu'il y a des entreprises qui dépendent aujourd'hui en fait des contrats fédéraux et qui ont dû arrêter leurs activités. Il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas obtenir certaines autorisations administratives, ce qui bloque donc des investissements. Donc c'est pas uniquement un impact sur le public, ça a aussi un impact sur le privé. Il y a aussi un impact direct en ce moment sur les aides sociales puisque le principal programme d'aide alimentaire, le SNAP, dont dépendent près de 42 millions d'Américains, il est à court de fonds, on en parlait hier. Donald Trump a menacé de geler totalement les versements tant que les démocrates ne votent pas la fin du shutdown et donc ne votent pas le budget des républicains. Sauf que cette position, elle entre en conflit avec la justice puisque deux tribunaux fédéraux ont ordonné au gouvernement d'utiliser les fonds d'urgence pour éviter l'arrêt complet de cette aide. Résultat, il y a des millions de familles modestes qui ne recevront qu'une partie de leur aide dans les prochains jours, alors que près de 40% des bénéficiaires sont des enfants ou des adolescents. L'autre secteur qui est particulièrement touché, c'est le secteur aérien. Faute de budget là aussi, il y a plus de 60 000 contrôleurs aériens et agents de sécurité qui continuent de travailler sans être payés. Et beaucoup, en fait, dans la situation actuelle, ne se présentent plus, entraînant donc une pénurie massive de personnel. Résultat, le secrétaire au transport a prévenu que si la paralysie budgétaire se prolongeait au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait être partiellement fermé. Selon lui, le pays risque de connaître, je cite, un chaos généralisé. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un certain nombre d'annulations de vols. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue. C'est clairement un bras de fer, mais qui n'est pas forcément bénéfique
en l'occurrence pour Donald Trump, surtout que la campagne des élections de mi-mandat va bientôt s'enclencher. Alors évidemment, c'est aussi une accusation qui peut être portée contre les démocrates, mais si les Américains ont l'impression que le président des États-Unis ne fait pas des concessions pour débloquer la situation, sa popularité pourrait baisser. Et pour rappel, les élections de mi-mandat, qu'est-ce que c'est ? C'est des scrutins intermédiaires qui sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de renouveler une partie du Congrès et ça sert en fait souvent de baromètre pour la popularité du président en exercice. Et ça se passera donc en 2026, donc il faudra suivre tout ça. Alors maintenant, comment débloquer la situation ? Donald Trump a proposé de supprimer ce fameux filibuster, donc cette histoire de 60 voix qui sont nécessaires pour le budget. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même des républicains s'opposent en fait à la suppression de ce mécanisme. C'est le cas par exemple du chef de la majorité sénatoriale qui voit dans le filibuster un rempart contre de graves conséquences pour le pays. En effet, ils estiment que ce mécanisme, il permet aujourd'hui d'éviter de passer des lois radicales trop rapidement sans consensus et donc de permettre d'avoir au Sénat en fait un peu plus qu'une majorité pour avoir donc ce dialogue. Alors il y a aussi une option surnommée par certains l'option nucléaire qui permet aux sénateurs de passer outre le filibuster et d'adopter un texte à la simple majorité. Mais c'est une mesure qui est vraiment exceptionnelle et qui rompt en fait avec la tradition dans le pays. Bref, on verra donc si républicains et démocrates se mettent d'accord. Je vous laisse avec Julie pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec la première actu. Ce mercredi matin sur l'île d'Oléron, un automobiliste a foncé volontairement sur plusieurs personnes, faisant 5 blessés, dont 2 en urgence absolue. Le suspect a rapidement été interpellé après avoir incendié son véhicule à l'aide de bouteilles de gaz. Il a aussi crié « Allahu Akbar » au moment de son arrestation. Alors selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'homme âgé de 35 ans a commencé son périple à partir de 8h40 entre les villages de Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron. En plus des blessés, plusieurs autres personnes sont, je cite, psychologiquement très perturbées après avoir assisté à la scène d'après le ministre. Le suspect n'était pas fiché S, mais était connu pour des délits de droit commun, c'est-à-dire des délits qui ne portent pas atteinte à l'ordre politique selon l'agence de vérification de Radio France. Il s'appellerait Jean Guillot et habiterait à Saint-Pierre-d'Oléron. Sur son compte Facebook, on peut voir que l'homme propose à la location des terrains pour des saisonniers sur l'île. Il a aussi publié plusieurs vidéos sur les francs-maçons ou les rituels sataniques, ainsi que des publications pointant la responsabilité d'Emmanuel Macron sur les problèmes en Afrique. D'après le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, le suspect vivait seul, isolé, et était connu pour ses dérapages sur fond d'alcool et de drogue. Il n'était cependant pas connu des services de radicalisation et le parquet antiterroriste n'a pas encore été saisi. On vous tiendra au courant si on a du nouveau. Deuxième actu, toujours en France. Comme tous les mecs, j'espère bien, un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, faut les tuer. Ces images ont été révélées ce mercredi par Mediapart et Libération. Elles ont été filmées par les caméras piétons des gendarmes lors d'une manifestation le 25 mars 2023 contre le chantier d'une méga-bassine à Sainte-Soline en Nouvelle-Aquitaine. Les militants s'y opposaient, ce système étant notamment critiqué pour son impact sur la biodiversité. Sur ces vidéos, les gendarmes qualifient les manifestants de, je cite, pulapis, d'enculés ou encore de chiens et parlent d'un vrai kiff à propos des personnes qu'ils ont gravement blessées, disant même ne plus compter les mecs éborgnés. Selon Mediapart, les 2000 gendarmes mobilisés auraient tiré en moins de 3 heures des dizaines de tirs de balles de défense et plus de 5000 grenades, dont un quart sont des munitions composées de gaz lacrymogène et d'une charge explosive. Face à la publication de ces vidéos, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a demandé à la gendarmerie d'ouvrir une enquête administrative. Et sur France Inter ce jeudi matin, il a condamné les propos pas acceptables des gendarmes et déploré des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. Il a toutefois refusé de parler de violences policières et a estimé que la riposte des gendarmes était en majorité proportionnée face à, je cite, un niveau de violence inégalé de la part des manifestants. De son côté, le porte-parole de la gendarmerie nationale, le colonel Erwan Coiffard, a reconnu, je cite, des manquements à la déontologie mais nie toute dissimulation de ces images. Je vous mets le lien des articles de Libération et Mediapart en description si jamais vous voulez en savoir plus. Troisième actu, les États-Unis ont présenté ce mercredi un projet de résolution en soutien au plan de paix de Donald Trump à Gaza. Il a été présenté à 10 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'à plusieurs partenaires de la région du Proche-Orient comme l'Égypte ou la Turquie. Dans ce projet, il y a notamment l'idée d'un déploiement d'une force internationale à Gaza pour y assurer la sécurité, qui devrait être composée en majorité de pays musulmans. Plusieurs autres pays ont d'ailleurs déclaré être prêts à participer, comme l'Indonésie. L'objectif serait de déployer les premières troupes dans la bande de Gaza dès janvier 2026 et y préserver la sécurité jusqu'à la fin de l'année 2027 avec de potentielles prolongations. Ils devront collaborer avec une nouvelle force de police palestinienne prévue dans le plan de paix de Donald Trump et indépendante du Hamas. Cette force aura pour mission de protéger les civils, d'assurer la sécurité des couloirs humanitaires
et de surveiller les zones frontalières. Selon une source proche du dossier, les États-Unis soumettront officiellement ce texte dans les jours à venir, avec un vote possible dès la semaine prochaine. Et parallèlement à tout ça, Israël a annoncé ce jeudi avoir identifié le corps d'un otage remis par le Hamas ce mercredi soir. Il s'agit de Joshua Lotu Molel, un étudiant en agronomie de 21 ans d'origine tanzanienne. Il avait été tué et enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023. À noter que sur les 28 otages morts que le Hamas avait accepté de remettre à Israël dans le cadre du cessez-le-feu, 22 ont été rendus pour le moment. Quatrième actu, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a décidé ce mercredi de porter plainte après une agression sexuelle qu'elle a subie en pleine rue à Mexico ce mercredi. En fait, la présidente, qui est au pouvoir depuis octobre 2024, se rendait à un événement public qui se déroulait en plein cœur de la capitale Mexico. Elle saluait des sympathisants lorsqu'un homme s'est approché d'elle, a passé son bras autour de son épaule et lui a touché la hanche et la poitrine tout en tentant de l'embrasser dans le cou. Un agent de sécurité chargé de protéger la présidente est alors intervenu et a éloigné l'individu. Claudia Sheinbaum est tout de même restée polie avec lui et a même accepté de prendre une photo avec. Cet homme a ensuite été arrêté par la police après s'en être pris à d'autres femmes le même jour. Finalement donc, Claudia Sheinbaum a décidé de porter plainte contre son agresseur pour inciter toutes les femmes mexicaines à faire de même. Lors d'une conférence de presse mercredi, elle a expliqué avoir pris cette décision après avoir appris que son agresseur s'en était pris à d'autres femmes après elle. Selon l'ONU, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont déjà subi une forme d'agression au moins une fois dans leur vie. Cinquième actu, ce 6 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et 83% des filles déclarent avoir subi au moins une forme de violence ou de cyberviolence psychologique au cours de l'année, selon une enquête de l'association Centre Hubertine Auclair publiée ce jeudi en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Près de la moitié d'entre elles rapportent également des violences ou cyberviolences, cette fois-ci sexuelles. On apprend par ailleurs qu'être une fille augmenterait le risque de 65% d'être victime de violences et cyberviolences psychologiques à haute intensité et de 57% pour les violences sexuelles. Toujours selon l'enquête, 78% des filles et 69% des garçons appartenant à la communauté LGBTQIA+, ont subi au moins une violence ou cyberviolence sexuelle. Un autre sondage, également publié ce jeudi, est commandé par l'association Sœur Emmanuel, spécialisée dans le suivi infantile, révèle qu'un tiers des enfants interrogés a déjà été victime de harcèlement ou cyberharcèlement. Et dans 6 cas sur 10, le harcèlement passe par des moqueries, des insultes ou des menaces. À cause de ce harcèlement, un enfant sur 2 souffrirait d'anxiété, de perte de confiance en eux, de troubles du sommeil ou de l'alimentation. Si vous, votre enfant ou l'un de vos proches est victime de harcèlement scolaire, vous pouvez appeler gratuitement le 3018, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Sixième actu, à quelques jours de la COP30, les pays de l'Union européenne se sont accordés sur de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, les ministres de l'environnement des 27 États membres ont conclu, après une nuit entière de négociations, un accord visant à diminuer de 90% leurs émissions nettes d'ici à 2040 par rapport au niveau de 1990. Ils ont également fixé un objectif intermédiaire, donc une réduction de 66,25% à 72,5% d'ici à 2035, avant finalement d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Il faut savoir que dans le monde, l'Union européenne est le 4e émetteur de gaz à effet de serre qui est responsable du changement climatique, loin donc derrière l'Inde, les États-Unis et enfin la Chine qui arrive en première position. Bref, je le disais, la COP30 débutera au Brésil le 10 novembre et se tiendra jusqu'au 21 novembre. Les pays auront pour objectif d'avancer et trouver de potentiels accords pour réduire leurs émissions de CO2 ou encore de sortir des énergies fossiles. On suivra évidemment tout l'événement. Et enfin, dernière actu, 1 million de victimes de l'Holocauste ont pu être identifiées grâce à l'intelligence artificielle. Cette identification a été faite par l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, situé à Jérusalem en Israël. En fait, ça fait plus de 70 ans que le mémorial de Jérusalem essaye de trouver les noms de toutes les personnes juives tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, ils avaient réussi à identifier près de 4 millions d'entre elles sur les 6 millions assassinées. Et depuis mai 2024, Yad Vashem utilise un logiciel d'IA capable d'examiner des centaines de millions de documents comme des listes de déportés, des registres de cimetières, des témoignages ou encore des correspondances familiales. L'Institut espère prochainement en retrouver 250 000 autres grâce à ces nouvelles technologies. Cependant, le mémorial estime qu'environ 1 million de victimes resteront anonymes et ne pourront jamais être identifiées faute de documents conservés ou de témoins encore vivants. Merci beaucoup Julie pour ces actualités. Alors avant de partir, si vous êtes à Paris ou alors à Lyon dans les prochains jours, ce que je vais vous dire pourrait vous intéresser. On vient d'ouvrir aujourd'hui des séances de dédicaces. Alors à Paris, ça se passe directement ce samedi à la Fnac des Halles, donc au centre de Paris. Et pour Lyon, ça se passe samedi prochain à la Fnac à Lyon. L'avantage, c'est que ce sera sur inscription, donc ça permet d'éviter d'attendre trop longtemps. Par contre, forcément, les places, elles sont limitées, donc je vous mets les liens pour vous inscrire directement en description. Faites vite tant qu'il en reste. Et la première, ce sera donc samedi à la Fnac des Halles. En plus, pour ces dédicaces, je serai accompagné de Coco Pello, qui est l'incroyable dessinateur qui a fait un travail immense sur cette bande dessinée. Vraiment,
Vraiment, le rendu est incroyable et c'est grâce à lui. Je vous tiendrai au courant si on en fait d'autres dans d'autres villes notamment. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.